moment-là, je me tape un aller-retour Paris-Amiens, Amiens-Paris, parce qu'on est quand même une semaine de vacances, même si c'est le budget à l'Assemblée, que normalement j'avais mes gosses et que je vais juste les voir ce soir, et demain je reviens pour le débat sur l'état d'urgence. Parce que vraiment cette idée de prolonger l'état d'urgence, c'est l'Assemblée qui choisit de se démettre d'elle-même. Que Macron décide le couvre-feu tout seul à l'Élysée, sans consulter l'Assemblée, mais plus largement la société civile, on appelle ça comme ça maintenant, c'est-à-dire les syndicats, les associations d'étudiants, les bars, les restaurants, enfin je ne sais pas, tout ce qui peut exister comme corps intermédiaire, et que ça se fasse tout seul dans son bureau, sans même apparemment consulter le conseil scientifique, parce que la veille, dans The Lancet, j'avais lu un papier de Jean-François Delfrécy et 5 autres de ses collègues du conseil scientifique qui disaient qu'il fallait des mesures moins verticales, moins technocratiques, plus ouvertes, plus démocratiques. Ça réussit quoi. Donc là, ce qui va être débattu ce week-end, c'est est-ce qu'on autorise Macron à avoir les pleins pouvoirs entre ses seules mains pour 3 mois de plus, il me semble, jusqu'au 16 février. Non, je ne suis pas d'accord, moi. Je pense que chaque fois qu'il prend des mesures type couvre-feu, et si jamais ça passe de 21h à 20h, ou en étant à d'autres départements et tout ça, ça doit être débattu, ça doit être discuté. De toute façon, il a une majorité à l'Assemblée. Mais au moins qu'il y ait un lieu de discussion et où il y ait de l'échange. Quand on voit les images de Merkel, qui en Allemagne décide de prendre des mesures qui sont bien moins importantes, et qu'elle est entourée par tous les chefs de Länder et tout ça, et que là ça débat, et qu'ils se posent des questions sur qu'est-ce qui est le plus pertinent sur le plan sanitaire, psychologique, mais évidemment aussi économique, bon, tu vois l'immense différence. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de continuer à mettre entre parenthèses la démocratie. Donc il ne s'agit même pas de se positionner sur le fond là, mais juste je ne suis pas d'accord pour qu'on continue à mettre entre parenthèses la démocratie. Donc c'est pour ça que je vais y retourner demain. J'avais pas prévu, mais voilà. Je peux d'autant plus retourner à l'Assemblée ce week-end que j'ai pas foot. Tu sais pourquoi? Je me suis chopé un carton rouge numérique. Vous savez pas ce que c'est qu'un carton rouge numérique? Eh ben, avant, quand il y avait des matchs, il y a quelques années, les clubs envoyaient une petite feuille le lendemain du match par la poste à la fédération, tu vois. Et maintenant, ça se passe en numérique. Donc il y a eu une obligation pour tous les clubs de passer en numérique, de passer sur tablette à des endroits où il n'y avait pas de réseau. C'était évoqué des tas de quiproquos, mais bon, ils sont passés, bon an, mal an, et bien souvent mal an, mais ils sont passés au numérique. Alors maintenant, les arbitres, ils ne sont pas tous passés au numérique. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du match contre Longpré-les-Corsins, il me semble, en vétéran, on a gagné 1-0, eh bien, l'arbitre, il a juste planté sur une touche et il m'a mis un carton rouge sur l'écran, tu vois. Sauf qu'il s'en est pas rendu compte, c'est parti à la fédération. Ensuite, il a écrit un mail à la fédération pour dire que non, j'avais pas de carton rouge. Les 2 présidents de club, je crois bien, ou coach, ils ont envoyé des mots pour dire non, il n'y avait pas de carton rouge. Mais n'empêche que maintenant que c'est parti dans une procédure administrative numérique, tu vois, on est cuit. Ça dit quelque chose. Bon, alors c'est une anecdote, hein, voilà, donc je suis suspendu pour quelques matchs. Bon, j'espère qu'on va laver mon honneur footballistique, qu'on me remettra finalement le prix du fair play, mais que je n'obtiens pas toujours dans l'hémicycle, ce prix du fair play. Mais bon, mais ça dit quelque chose sur l'évolution de notre monde, parce que quand hier il y avait des amendements, je crois sur le GUSO pour les intermittents, où ils disaient, bon voilà, on va passer au numérique, ça ne sera pas obligatoire. À la fin, ça se finit toujours par être obligatoire. Quand ils ont pour objectif de faire 100% des services publics en numérique, à la fin, ça sera obligatoire pour tout le monde. Et ce qui restera, c'est peut-être un vague centre d'appel où il faudra téléphoner pendant 3 quarts d'heure pour avoir un agent qui comprendra rien, qui nous renverra vers un autre agent, mais il n'y aura plus de rencontres physiques. Donc on installe le numérique comme optionnel et puis devient obligatoire. Et puis tu vois, là j'ai un carton rouge footballistique, mais il y aura des cartons rouges fiscaux. Enfin, il y a 11 millions de personnes qui dans ce pays utilisent mal ou pas du tout Internet. C'est une exclusion par la technologie qu'on est en train de faire avec Cap 2022, 100% des services publics en numérique. Bon, donc voilà. Petite anecdote au passage, c'est vraiment pas l'essentiel de ma semaine. L'essentiel de ma semaine, je me suis battu donc sur le budget, enfin battu, tu sais, c'est des batailles, on gagne pas grand chose à l'intérieur, on le sait bien. Et tu m'as sorti là la liste des thèmes pour expliquer un peu, on saute de la commission des finances à la séance, quoi, l'hémicycle. Bon, et donc ça fait que j'ai causé de quoi? Des impôts, des baisses d'impôts pour relocaliser, de nos solutions protectionnistes, des AVS, des assistantes maternelles, des
de la TVA sur les trains, de la Convention climat, du gendarme du budget, de l'ISF, du couvre-feu, de la gardienne, de la Cour de justice de la République. Je pense que je suis le seul député qui vient parler de la gardienne qui va partir à la retraite mais qui va être remplacée par des femmes de ménage sous-traitantes et sans doute maltraitées. Donc la gardienne de la Cour de justice de la République. Aujourd'hui, ce matin, j'ai parlé de psychiatrie, j'ai parlé de l'ogre Amazon, bon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a des tas de thématiques et voilà, c'est un jeu intellectuel que de réussir à se saisir de tout ça et faire passer nos idées à l'intérieur. Alors, je suis fier de nos amendements anti-délocalisation. Je pense que c'est la première fois depuis des années, peut-être des décennies, que des hausses de taxes aux frontières, sur les pneumatiques, sur le textile, sur un certain nombre de trucs sont passées. Je pense qu'on fera un long débat là-dessus à un moment. Je ne crois pas à la solution de la seule hausse de taxes aux importations pour parvenir à relocaliser, mais il me semble que c'est quand même un outil nécessaire. Bon, donc je suis très fier qu'on ait posé ça. Et là, surtout, on peut signaler notre petite victoire. Tu vois, parce que je suis à 99,78% d'amendements rejetés, en moyenne depuis 3 ans. Je me demandais quel était le 0,22% restant. Je ne savais pas trop quels étaient. Et là, hier, j'ai passé un sous-amendement réclamant de la dignité pour les auxiliaires de vie sociale. Et ce sous-amendement il est même passé à l'unanimité. Tu vois, bon, après une bataille, hein, quand même, il a fallu batailler pour l'obtenir. Mais au-delà de ça, il y a là, le gouvernement a oublié les assistantes maternelles, ça ne figure pas dans le budget. Quand on réclame une prime Covid pour les assistantes maternelles, ça nous est refusé. Il a oublié les femmes de ménage, les agents d'entretien, qui figurent à aucun endroit dans le budget. Il y a zéro occurrence du mot agent d'entretien dans le budget. Bon, il a oublié les caissières, qui ne figurent pas dans le budget. Il a oublié les agents de la logistique, qui ne figurent pas dans le budget. Je cite tous les métiers que citait Emmanuel Macron ce printemps en disant « Il faudra nous rappeler que notre pays tient tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Bon, il avait tout oublié, y compris les auxiliaires de vie sociale. Et à force de taper à la porte de dire auxiliaire de vie sociale, auxiliaire de vie sociale, auxiliaire de vie sociale, parce qu'elles ont manifesté à Valence, parce que Martine, elle a fait des défilés, même parfois un peu seule à Abbeville, parce que Annie et Sylvie et Véronique, elles n'arrêtent pas d'aller accrocher les élus par la manche, aller sur le plateau de Ruquier éventuellement. Bon, bref. Avec tout ça, ils se sont dit, c'est pas possible qu'on continue de les oublier. Donc, non pas dans le budget, mais ils ont fait un amendement de dernière minute pour dire, on va mettre 200 millions pour les auxiliaires de vie sociale. Ah, tu vois, tu as la position de gauche traditionnelle que je pourrais adopter, faire la moue, je fais du boudin, et je dis 200 millions, c'est 100 fois moins que les 20 milliards que vous consacrez à la baisse des impôts productifs, ce qui est vrai. 200 millions, ça va représenter 25 € par mois pour chaque AVRS l'année prochaine, c'est pas grand-chose, ce qui est vrai, tu vois, tu peux dire tout ça. Bon, allez, je vais choisir d'adopter un autre regard là-dessus. Concrètement, pour ces 700 000 auxiliaires de vie sociale, 25 € par mois, ça se prend. Hein, quand tu peines à payer tes factures, à faire ton plein, à remplir ton frigo, 25 €, tu prends. Bon, ça c'est la première chose. Ça ne va pas bouleverser les réexistences, c'est pas ça qui va structurer le métier, mais tu prends. Et ensuite, quand on a des victoires, on ne fait pas du boudin. On se dit, bon, on a mis là, c'est même pas un pied dans la porte, c'est un orteil, on est d'accord. À la limite, même si tu veux, c'est juste l'ongle de l'orteil que tu as réussi à foutre dans la porte. Mais tu te dis, bon voilà, avec ça derrière, on va réussir à faire passer l'orteil en entier, puis après on mettra le gros, puis après on mettra le pied, puis après on rentrera. Parce que c'est la deuxième victoire là-dessus en quelques semaines. La première, ça a été la prime Covid. Elles étaient oubliées de la prime Covid. Comme les assistantes maternelles, comme les auxiliaires de vie mandataires d'ailleurs, comme plein de professions. Et là, elles ont été réintégrées dans la prime Covid, c'est pas miraculeux, mais ce sont des petites victoires. C'est pour dire que quand on se tait pas, quand on se montre, quand on lutte, quand on agit, on gagne. On ne gagne pas énormément, mais elles ont gagné. Et moi, je préfère adopter le regard en me disant, tu vois, au moment du vote de la loi sur les retraites, je crois que c'était en 1909, hein, tu vois, ça, c'est pas d'aujourd'hui, je parle pas des réformes et des contre-réformes successives. Ça va, tu bouges, parce que tu bouges beaucoup là quand même, hein. Ça va, bon. Mais la gauche, les socialistes, ils étaient contre. Ils disaient, ouais, mais il n'y a pas d'argent et tout ça, ça va arnaquer le salarié, tout ça. Et Jaurès avait une position où il épousait
il disait bon, c'est rien aujourd'hui, mais qui sait si cette graine-là va pas être féconde pour demain. Ça va peut-être pousser, ça fera peut-être une belle plante. Et les retraites sont en effet dans la durée devenues une belle plante. Bon bah allez, faisons le même pari sur ce premier pas sur les auxiliaires de vie sociale. Je pense qu'il peut y avoir une poussée profonde de la société sur ces métiers-là. Maintenant, il faut agir. Les bienfaits ne vont pas tomber du ciel et du gouvernement et de Macron et tout ça. C'est parce qu'on ira les chercher. Et bon voilà, on continue donc là-dessus, et là-dessus on peut gagner. C'était ma séquence optimiste. Fin de la parenthèse. Parce que quel moment de merde on vit quand même, quoi, tu vois. Comme si le Covid suffisait pas. Le confinement au printemps, au moment où il y a les hirondelles qui sont supposées revenir, les herbes en ébullition, les fleurs qui éclosent, on te dit allez hop, tu restes chez toi. L'automne arrive, il n'y a pas seulement les feuilles mortes, tu vois, maintenant c'est le couvre-feu, comme si les Allemands étaient de retour. Bon, lourd quand même, le masque, machin, oh là là, quelle période. Évidemment le social derrière, les plans sociaux, tu les vois passer blam 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 blam. Il y a pour l'instant pas une vive contestation qui s'élève dans le pays, tu vois. Tu rajoutes là-dessus le terrorisme, oh là là là, c'est un temps délirant. Et ça produit pas du tout la même réaction d'unité que tu sentais dans l'après-Charlie ou dans l'après-Bataclan. On ne laissera pas la haine nous diviser. Là, tu as le sentiment qu'au contraire, la haine est en train de diviser la société française sur ces questions-là. Bon, et donc nous, on doit faire notre possible pour que la haine ne nous divise pas là-dessus. Voilà. Un mot au passage, moi je ne crois pas que l'école peut tout résoudre. Tu vois, on demande à l'école de prévenir les enfants face au numérique, d'en faire des citoyens respectueux de l'environnement, que ce soit l'école qui soit porteur de la laïcité. Attends, tu peux pas demander à l'école d'être un îlot de sainteté au milieu d'un monde de merde, tu vois, où tu as le tout écran à l'extérieur, où tu as les gosses qui sont éduqués à l'extérieur pour devenir quoi? Des bons petits consommateurs, avec des heures de pub qu'on leur met dans la tête. Et puis à l'école, il faudrait qu'ils apprennent à bouffer des légumes. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et là, tu as l'impression qu'ils espèrent faire de l'école non seulement l'îlot de sainteté, mais qu'en plus, au milieu de ce monde de merde, il faudrait que l'école parvienne à contaminer le monde alentour et que les gamins ils soient extraits de tout ce monde alentour. On veut faire de toi un bon producteur, un bon consommateur et pas trop un citoyen quand même. On te gave de... Enfin voilà. Et que l'école, c'est une espérance placée dans l'école qui est au-dessus de ses forces de toute façon. Si on veut de la laïcité, si on veut de l'égalité, si on veut de la fraternité, si on veut du respect de l'environnement, si on veut une société écologique, c'est la société qui doit se transformer et pas seulement le petit îlot école au milieu. Bon, presque je ferai le lien avec le bouquin que j'ai lu là. Il est où? Je l'ai pris. Voilà. J'ai lu le bouquin de David Doucet sur la haine en ligne. Évidemment, ça fait écho à la tragédie de Samuel Paty, puisque, entre autres, la haine s'est répandue sur les réseaux sociaux. Et puis, à l'heure où je vous parle, elle continue de se répandre. J'avais déjà lancé cet appel aux gens qui m'aiment bien. Je me souviens que c'était après un passage chez Léa Salamé, et puis elle s'en était pris plein la tronche par les internautes. J'avais dit bon, on se calme, quoi, bon voilà, de l'amour. Non mais c'est vrai. Et j'en appelle aux gens qui m'aiment bien, y compris dans les commentaires en dessous de cette vidéo, sur YouTube, sur Facebook et puis tout ça. C'est pas parce qu'il y a des propos contradictoires qu'il faut partir en meute et les assommer. Et voilà, moi tu vois par exemple sur la séquence j'ai fait un petit truc sur l'aéronautique la semaine dernière où je montrais des gens qui me montraient en train de faire le grand écart, tu sais, sur une photo en disant Ruffin il fait le grand écart entre l'emploi et l'environnement, ça va, on n'a pas trop mal aux adducteurs. Bon, ils se moquaient un peu de moi comme ça, c'est pas grave, faut laisser les gens se moquer. Je sais pas, moi c'est un état d'esprit que je voudrais qu'on répande et qui n'est pas du tout dans cette hargne sur les réseaux sociaux. Et alors peut-être c'est mon côté
chrétien athée, quoi. Mais je dis pas qu'on va tendre l'autre joue, mais je crois qu'on peut avoir un état d'esprit, essayer d'avoir un état d'esprit différent dans ce monde qui est dur et qui est en voie de devenir très dur. Voilà, bon, je sais pas, c'est cucul la praline. Ouais, c'est cucul la praline. Bon, allez, tant pis, c'est pas grave. Alors peut-être qu'avec Emmanuel Macron, je suis pas toujours dans cet état d'esprit. Et d'ailleurs, j'avais balancé un tweet, tu sais, j'avais vu dans... Attends, je vais te relire. J'avais vu un article de Gala. On arrive à Longo, là, donc il ne nous reste pas plus tellement de temps pour faire le BDR. J'avais lu un article de Gala. Ah, j'attends que ça connecte. Qui était intitulé 15 000 feuilles d'or. Comment Emmanuel Macron redore l'Elysée. Et bon, il avait une expression. Vous avez donc il disait cette pièce vibre totalement différemment, disait Macron, enfin des tas de trucs comme ça. Quand on voit à quel point les éléments revivent, comme les fleurs et les nymphes ressortent, ça s'est complètement transformé. Il disait à propos de la salle des fêtes de l'Elysée qui avait compté quand même 1 million d'euros, quoi. Donc j'avais fait un tweet en disant qu'il cherchait à redorer son blason par les feuilles d'or, quoi. Et j'ai reçu une lettre de conservateurs et de restaurateurs du patrimoine qui m'aiment bien, me disent cher François, qui me parlent très gentiment, ils auraient pu se sentir agressés par mon propos, tu vois. Et sans doute qu'ils se sont sentis, mais ils m'ont écrit une lettre affectueuse. Il dit patatras, vous nous faites le coup de la dénonciation démago de l'argent qu'on dépense pour le patrimoine. Bon, c'est un peu vrai, tu vois. Et donc ils me disent les restaurateurs et artisans d'art sont l'inverse de l'obsolescence programmée de notre temps. Dans un monde où prime le paraître, la finalité de leur travail n'est pas seulement le résultat esthétique, mais aussi une approche particulière du temps. Un travail qui dépasse ce qu'en perçoit le simple observateur, puisque déréfléchi pour sa dimension pérenne, et il m'invite à ce que la gauche s'empare du patrimoine et ne laisse pas le patrimoine à la droite. Alors j'ai réfléchi. Bon, d'abord je leur disais que c'est un peu comme sur les faïences. Tu sais, on avait fait. Moi, je suis pas contre qu'il y ait des assiettes en faïence, mais simplement, je vois pas pourquoi c'est pas les ouvriers de chez Dunlop qui bouffent pas dedans. Tu vois, pourquoi ces assiettes-là, elles font pas le tour de France, on va pas les montrer dans les usines, dans les bureaux. Voilà le savoir-faire qu'on a et qui soit pas réservé à la petite élite de la diplomatie et des chefs d'État. Et de la même manière pour la salle des fêtes de l'Élysée. Et ensuite, j'ai quand même un point plus saillant. C'est mon moment culture en fait. C'est que il faudrait qu'en face ils respectent la culture populaire. Or, ils décident de l'écraser, ils décident de la ravager. On a eu, et on va bientôt en fêter les 2 ans, un mouvement populaire formidable, les Gilets jaunes. C'est un instant que j'attendais, on le sait, et il y a eu une culture liée à ça. Il y aurait pu y avoir des monuments liés à ça. Je pense à ce qu'on a vu au Canet des Morts, la Tour Eiffel en palette, l'Arc de Triomphe en palette, la pyramide du Louvre en palette, la liberté guidant le peuple avec des gilets jaunes décidés sur le rond-point. Normalement, on aurait dû faire de ce lieu-là un lieu de mémoire. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? De faire les vandales, les bourgeois vandales contre la culture populaire, et de venir envoyer la police pour qu'elle casse tout ça, qu'elle le brûle, qu'il n'y en ait plus de traces, qu'ils effacent la trace de cette histoire, tu vois. Ils ont fait la même chose à un autre endroit où il y avait, pareil, un truc qui s'était construit en palette. Tu vois, c'est un côté facteur cheval. Ils ont détruit les œuvres du facteur cheval. On sait aussi toutes les fresques où il y avait des gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils sont empressés de faire? De venir les effacer. Et notre Marcel, tu te souviens la toile géante qui avait été dessinée à Dions, sur le rond-point de Dions, d'un Marcel. Il est 15h19, dans quelques instants, notre train arrivera en gare d'Amiens, son terminus. Alors, il est temps d'arriver au terminus. Merci de vérifier votre place, que vous n'avez rien oublié, ni bagage, ni téléphone portable. De plus, des poubelles sont présentes sur le quai en gare d'Amiens. Merci d'y déposer vos déchets afin de laisser le train transport pour les prochains voyageurs. Alors, bon, Mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer un très bon après-midi. elle est fort polie. Très bien. Donc bon, il faut que j'arrive au terminus de mon propos. Mais voilà, la toile de Marcel, tu te souviens, à Dions, ce truc géant que je trouvais particulièrement beau, une œuvre de notre temps qui place à l'égal des rois ou du Christ ou tu vois, des saints, un Marcel à auréole. Bon, et là, ils ont décidé de faire quoi? D'envoyer la police qui l'a récupéré, qui l'a coupé en morceaux, qui l'a envoyé à la benne à ordures. Donc moi, je pense que nous,
nous sommes beaucoup plus respectueux de l'art aristocratique et bourgeois qui appartient à notre patrimoine, qui a été accumulé pendant des siècles. Mais eux, ils ne sont pas respectueux de l'art populaire. Pour la petite parenthèse, je sais qu'au musée de Marseille, Mucem, il va y avoir une figurine, un santon gilet jaune qui va être gardé là-bas. Malheureusement, je pense qu'on aurait pu avoir des témoignages de ce moment-là tout à fait formidable et que par peur, parce qu'ils ont eu peur à ce moment-là, ils ont voulu en effacer la trace. Là, je te jure que ça va être du boulot si on veut refaire des trucs en palette, les restaurateurs et les conservateurs du patrimoine, pour aller refaire des trucs en palette, une tour Eiffel au Canet du Mort, ça va être du boulot quoi. Mais pourquoi pas?